Bienvenue à 20 minutes au carré. Je suis Laurent Beignet, rédacteur en chef de 20 minutes, et puis le papa d'un projet qui a eu une belle actualité ce week-end. Donc, je suis ravi d'en parler avec vous aujourd'hui, mais je ne vais pas parler beaucoup parce qu'on a aujourd'hui une invitée, une seule invitée. Comme ça, on va avoir un peu de temps pendant cette heure pour discuter avec vous, Nastasia Adjadji. Bonjour. Bonjour à vous, autrice du livre Nos cryptos, comment Voilà. Bitcoin a envoûté la planète, aux éditions Divergence, qui est sorti Il est sorti ce vendredi Ce 26, donc il y a quelques jours seulement. C'est pas mal, on est dans l'actu, on est bien. Voilà, j'espère que vous appréciez l'effort. J'espère que vous êtes venus nombreux. Je regarde un peu le chat, je dis bonjour à ceux qui sont déjà arrivés. Bonjour Matthew, bonjour Elven, bonjour 28, Usul, Twitch Bidule. Il y a du monde, ça fait plaisir. On salue aussi Romain qui nous fait un petit coucou. Profite de tes vacances, Romain, décroche, c'est fait pour ça. Reviens pas trop vite, tu vas voir, tout se passe bien ici. Si tu ne l'as pas vu, tu sauras d'ici peu qu'on a gagné le prix mondial de l'INMA. On a gagné un Global Award. Alors, il n'est pas là. On doit encore avoir le prix cassé France qu'on avait gagné en avril dernier. Mais le prix de l'INMA, on ne l'a pas parce que c'était à New York qu'on a épargné la planète. On n'y est pas allé sur un week-end comme ça. Donc, peut-être qu'il y a une bonne âme qui va nous ramener ce prix. Sinon, j'ai la photo, j'ai la vidéo, enfin, j'ai plein de choses. Je voulais vous remercier à tous et vous féliciter puisque c'est votre projet. 20 Mint qui a été sélectionné, c'est vous qui l'avez rendu possible, c'est vous qui travaillez en ce moment même pour faire un numéro 3 qu'on a beaucoup de mal à commercialiser, hein, je ne vous le cache pas. Vous savez que c'est un secteur qui déchaîne les passions, déchaîne les débats, mais ne déchaîne pas les annonceurs. Donc on a un petit peu de difficulté pour l'instant à le finaliser, mais on se bat là-dessus. En revanche, on a plein de sujets en cours. On travaille tous très bien ensemble sur le Discord. Si vous voulez nous rejoindre, dernier message de service, n'hésitez pas à vous procurer une machine à écrire, 20 Mint. Vous en trouverez sur OpenSea. Et puis, vous pourrez, grâce à ça, nous rejoindre sur Discord et travailler avec nous gratuitement. Voilà, c'est un peu la mécanique. On va en parler. C'est une mécanique Web3. C'est déjà peut-être pas terrible, ça. Je me tourne vers Nastasia parce que le titre du livre a dû vous mettre la puce à l'oreille. Nos cryptos, pas le profil typique d'intervenants qu'on reçoit sur cette émission favorable au Web3. Donc, assez logiquement, manipulatrice de crypto. Hein. Toutes les personnes qui ont acheté notre NFT ont eu un moment ou un autre des cryptos sur leur wallet. Ils en ont pour beaucoup encore. Merci de venir chez nous, d'avoir cette démarche ultra courageuse, je trouve, de venir nous voir, nous expliquer comment vous voyez cet univers qu'est le Web3 et cet univers qu'est la crypto. Et merci aussi dans le chat, je sais qu'Hélène vous l'a rappelé, mais je vous le redis, je n'ai pas trop de doutes sur la communauté classique 20 Mint qui se comportera comme d'habitude avec bienveillance. Débat d'idées, vous n'hésitez pas à faire part de vos objections, vos questions, relancer, etc. En revanche, on se tient bien, c'est comme ça qu'on fonctionne depuis toujours ici, donc c'est comme ça qu'on va continuer. Je ne suis pas inquiet. Nos cryptos, comment est-ce qu'il faut comprendre ce titre? Est-ce que c'est « N'achetez pas de crypto » Est-ce que c'est « Le monde se porterait mieux sans crypto » En fait, ce titre, c'est une référence assez explicite à un ouvrage d'une journaliste et, on va dire, intellectuelle de gauche canadienne qui s'appelle Naomi Klein, qui a écrit un livre, son premier, qui s'appelle No Logo, dans lequel elle dénonce un petit peu l'emprise des multinationales, à la fois sur l'économie, mais aussi sur la vie des gens, leur vie psychologique et leur comportement de manière générale. L'emprise des multinationales sur la société. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et il fallait trouver un titre qui soit à la fois très lisible, compréhensible, où on puisse comprendre mon point de vue, qui, vous l'aurez, je pense, toutes et tous compris, est résolument sceptique, critique du marché des cryptoactifs. Donc, nos cryptos, c'était à la fois se placer sous le patronage d'une femme que j'admire et proposer un titre court, impactant, pour directement expliciter d'où je parle, on va dire. Vous parlez d'une journaliste, vous êtes vous aussi journaliste, hein, on a pu lire pas mal de vos articles sur le numérique, mais pas que. Vous traitez depuis quelques années déjà de sujets de société. Alors, je traite particulièrement de sujets, effectivement, qui ont trait avec le numérique, avec un angle plutôt économique et un angle que j'essaie d'affirmer technocritique. C'est-à-dire que dans ce vaste univers des nouvelles technologies, cette économie qui a déjà passablement transformé nos manières de nous déplacer, de manger, de dater, d'échanger, eh bien, j'essaie d'apporter un regard qui insiste sur le fait que les technologies sont vectrices de rapports de pouvoir
et qu'à ce titre, on peut mettre au jour, comme cela, eh bien, des logiques de domination, des logiques d'appropriation, des logiques d'extraction de valeur. En gros, pour le faire simple, les technologies sont politiques, bien qu'on ait tendance souvent à les considérer comme neutres. Il y a souvent cette idée, non mais les technologies sont des outils, c'est l'usage que l'on en fait qui détermine ensuite les conséquences qu'elles vont avoir et les mises en œuvre opérationnelles. Moi, je m'inscris totalement en faux contre cette idée. Je considère que les technologies reposent sur des matrices politiques, des matrices idéologiques qui sont le fait de ceux, particulièrement puisque ce sont beaucoup d'hommes, qui les conçoivent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle beaucoup des biais associés aux technologies, que ce soit les biais de genre, de race, etc. Et donc, pour revenir à ce sujet des cryptoactifs, tout le propos de mon livre, c'est d'opposer à une vision technique de ce sujet, une vision qui se centrerait uniquement sur comment fonctionne la blockchain, comment fonctionnent les cryptoactifs, d'opposer à cela une vision politique centrée sur la matrice intellectuelle, l'histoire intellectuelle de ces technologies, d'où elles sont nées, qui les ont inventées et surtout pourquoi, pour servir quels objectifs politiques et dans quel contexte historique et politique. Et une fois qu'on a un petit peu pris connaissance de cette matrice-là, on peut un peu mieux comprendre les évolutions du marché par la suite. Et c'est aussi l'une des thèses de l'ouvrage, comprendre son influence actuelle sur la société. C'est justement ce qui nous intéresse. Et quand nous, on réfléchit à comment Bitcoin est né, on a tendance à le rattacher à Satoshi Nakamoto, qui, étant un personnage non identifié, n'est pas nécessairement placé sur un échiquier politique ou sur un échiquier politique, je pense à le définir. Ça, par exemple, c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord. C'est une construction... Alors, effectivement, plane sur ce personnage, je ne sais pas quel degré de connaissance peut-être votre communauté a sur ce sujet, certainement avancé, mais avancé, ouais. je me permets quand même de rappeler que Satoshi Nakamoto est un personnage anonyme dont on ne sait pas exactement l'origine géographique, sociale, l'occupation, la nationalité, et qui a brusquement disparu en 2010, laissant en sommeil son portefeuille, créant de ce fait une forme de culte autour de sa personnalité, qui est toujours très vivace aujourd'hui, ce culte, qui s'exprime notamment par la voix des maximalistes du Bitcoin. Et donc Satoshi Nakamoto faisait, malgré son anonymat et le relatif... l'inconnu qui entoure ce personnage, il faisait partie d'un mouvement qui est le mouvement des cypherpunks, qui est un mouvement à la fois technologique et politique, qui a rassemblé à partir de la fin des années 80, le début des années 90, eh bien des geeks, des cryptographes, des experts en sciences informatiques, des hackers, le mot est controversé, mais certains se définissaient comme tels. Bref, des techniciens de la technologie extrêmement influencés par une discipline qui prenait alors beaucoup d'ampleur, qui était la cryptographie, donc l'art de chiffrer des communications, des informations. Et ces gens-là, dans un contexte qui est donc celui du début des années 90, je précise que ces gens-là se retrouvent dans les grandes universités technologiques américaines, principalement celle de Berkeley. On peut citer aussi le MIT, mais Berkeley a été un des foyers de la naissance du mouvement cypherpunk. Eh bien, ces gens-là, c'est un moment très particulier dans l'histoire politique américaine. On est en pleine guerre froide et ils vont commencer à se rassembler autour de grandes valeurs et de lutte, on peut utiliser ce terme, pour les libertés numériques, contre ce qu'ils identifient déjà à l'époque dans ce contexte de guerre froide, je le répète, étant une forme d'ingérence, de coercition organisée par les États qui va s'exprimer au travers de problématiques liées à la vie numérique, particulièrement la surveillance, mais pas que. En fait, à ce moment-là, pour faire une petite parenthèse, et je le raconte dans le chapitre 2 de mon livre, eux voudraient généraliser la cryptographie comme un moyen offert aux individus de se protéger en protégeant leur vie en ligne, en protégeant leur vie numérique. Et certaines agences gouvernementales américaines, notamment de renseignement, s'y opposent fermement. Parce que la cryptographie, c'est le monopole à l'époque du complexe militaro-industriel. C'est une discipline qui est considérée comme sensible, militaire. On est en pleine guerre froide, on ne va pas donner à monsieur et madame tout le monde les clés pour crypter ces informations, sinon ça pourrait causer un danger de sécurité nationale. En tout cas, c'est le discours de l'État américain à ce moment-là. Donc c'est un des foyers de la révolte des cypherpunks, cette question de la surveillance et de la généralisation de la cryptographie qui est interdite. Mais il se trouve que très tôt, ces cypherpunks, ils vont aussi développer une réflexion véritablement politique autour de cette question qui est, au regard de ce contexte historique
de la menace de la guerre froide, de la menace nucléaire, comment peut-on inventer des manières de faire société en dehors des États? Et eux vont dire, on peut puiser dans les outils informatiques, dans Internet, dans la cryptographie, des moyens d'inventer ces sociétés en dehors des États. C'est ce qui va expliquer après que la technologie soit aussi un des gros supports aujourd'hui, même dans le discours politique, pour faire société en dehors des États. Et l'un des piliers également de cette idée-là, ça va être de se réapproprier la monnaie. La monnaie qui a toujours été un instrument éminemment politique. Et donc très tôt, ils vont chercher, parce que la monnaie, ça favorise des échanges, parce que ça fait circuler, parce que c'est une institution sociale, parce que c'est aussi un monopole des institutions bancaires, des États, etc. Très tôt, les cypherpunks vont s'intéresser à cette question de la monnaie et ils vont chercher à forger ces monnaies numériques qui seraient, selon les principes qui sont chers à ces militants du cyberespace, qui seraient retirées au monopole des États et banques centrales, décentralisées, résistantes à la censure parce que ça fait partie de leurs principes, acéphales, il faut absolument qu'il n'y ait pas d'entité de supervision et centralisatrice, et ils vont donc chercher à appliquer à la monnaie leur espèce de valeur, leur socle de valeur très très fort. Alors je récapitule, on a des personnes qui veulent protéger leur liberté face à un État qui est réputé prédateur, en tout cas dans ce contexte politique, de la guerre froide. Vous insistez là-dessus parce que vous pensez que ça a changé, c'est ça Parce que je pense que c'est déterminant pour comprendre ce degré de défiance, finalement, vis-à-vis de l'État, etc. Enfin, c'est un moment où chaque camp, Est-Ouest, menace de s'envoyer une bombe sur la tronche qui peut annihiler le camp d'en face. Donc, il y a un petit moment de tension géopolitique quand même, qui, je pense, contribue à nourrir cette idée qu'il faut absolument faire société en dehors de ces formes-là très coercitives et finalement très guerrières peut-être de conception de la nation et de la société. Je pense que c'est assez important d'insister sur le contexte de la guerre froide. Après, ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que cette idée de faire société en dehors des États, en cherchant dans Internet les moyens de le faire, très tôt, ça va rejoindre aussi un courant très très politique qui est celui du libertarianisme, à ne pas confondre avec le courant libertaire, qui est quelque chose de très, très différent, parce que c'est que j'emploie des termes, des fois, il faut comprendre que le mot libertarien a une connotation dans l'histoire des idées très associée aux États-Unis. C'est vraiment là que ça naît, que ça essaime, que ça grossit et que ça a une importance assez majeure dans le débat d'idées. Et donc, très tôt, les cypherpunks vont un petit peu s'adosser au mouvement du libertarianisme politique, qui est sur un agenda politique et une vision du monde clairement hostile aux États, clairement favorable au marché et clairement individualiste. C'est des individus entre eux qui vont faire un petit peu leur cuisine et puis on va les mettre en compétition entre eux et c'est comme ça qu'on peut administrer la vie en société. Donc, en fait, très tôt, il y a quand même un embranchement qui se prend, très politique, entre ce libertarianisme politique avec des courants encore plus radicaux comme l'anarcho-capitalisme, comme le crypto-anarchisme. Les premiers cypherpunks ont écrit beaucoup de textes d'intervention qui sont connus. Cyphernomicon, Déclaration d'indépendance du cyberespace, A Cypherpunk Manifesto. C'est des textes qui datent du début des années 90. Ces textes d'intervention sont déjà des textes politiques qui font état de leur agenda, en fait. Et c'est dans ce terreau-là, et c'est ce que j'explique dans mon livre, que sont nées les premières expérimentations sur les monnaies numériques, les ancêtres de Bitcoin et des autres cryptos. Mais on a donc une réflexion qui naît dans un contexte de guerre froide qui n'existe plus au moment où Bitcoin arrive à minter son Genesis block. Qu'est-ce qui fait finalement qu'en 2008, on arrive à cette adoption, ce début d'adoption Ce que je n'ai pas précisé, parce que vous m'avez lancé sur Satoshi Nakamoto, c'est que Satoshi Nakamoto est un cypherpunk de la première heure, qui a fait partie des premiers inscrits sur la mailing list, la fameuse, au même titre que d'autres grandes figures des technologies. Je donne plein de noms dans mon livre. Mais c'est vraiment ce groupe-là, qui a grossi pour rassembler des milliers de personnes quelques années plus tard, a une influence déterminante. On retrouve tous les grands leaders de la tech et les grandes personnes qui ont de l'influence, dont Satoshi. Donc, alors, on ne sait pas quand est-ce qu'il s'inscrit sur la liste exactement, mais peut-être fin 90, début 2000. Là, peut-être que des gens sur le chat pourront répondre plus précisément. Mais il a fait partie des cypherpunks. Il a échangé sur la mailing list avant de publier son white paper en octobre 2008. Et effectivement, le deuxième grand marqueur historique de l'histoire intellectuelle de Bitcoin et politique, c'est la crise bancaire et financière de 2008, avec notamment
ces gouvernements qui volent au secours des banques pour éviter un effet de contagion, pour éviter effectivement des effondrements économiques. Et donc cette idée-là que notre système monétaire et particulièrement financier a failli et que, en fait, si vous voulez, cet événement politique et économique vient réactiver chez les cypherpunks, relégitimer ce besoin de se dire « Attendez, mais là, on a encore une illustration du fait que tout part à volo ». Ça vient relégitimer, notamment dans la tête de ce fameux Satoshi Nakamoto, cette nécessité qu'il va falloir trouver des alternatives, et notamment en proposant cette solution que lui juge être la bonne, d'une monnaie privée, décentralisée, résistante à la censure. Et le projet, quand même, il faut le répéter, c'est de privatiser la monnaie. Et ça, c'est problématique? De mon point de vue, oui. Parce qu'en fait, une monnaie, c'est une institution sociale et de mon point de vue, elle a à être publique, commune, délibérée. Voilà, ce n'est pas une institution privée dont on laisse au seul marché le loisir de l'administrer et de l'orchestrer. Moi, je considère que les marchés sont assez mauvais pour gérer la décision collective, en fait. Et ça, c'est un point de vue qui est situé. Enfin, je veux dire, moi, Parce qu'il manque d'informations, parce que c'est compliqué Parce que les marchés ne sont pas rationnels, parce que les marchés ne font pas la preuve de leur efficacité pour administrer une société. Je veux dire, les marchés ne savent pas prendre des décisions en fonction d'intérêts autres que l'intérêt privé ou la loi du plus fort. Donc, moi, je n'ai pas envie que la société soit administrée par des marchés et du code, en fait. Et plutôt par un État, ou des États. Je ne suis pas une fervente défenseuse, je ne sais plus comment on doit dire, mais de l'action des États en tout point. Mais ce que l'histoire montre, c'est qu'à un moment, quand même, la nécessité de coopérer à grande échelle nécessite des institutions, en fait. Nécessite des institutions. Et si elles peuvent être publiques, révocables, démocratiques, eh ben, je considère que c'est bien. On va prendre quelques questions du chat, mais peut-être une dernière question avant. Ce projet démocratique de contrôle, effectivement, on peut s'entendre sur le fait qu'ils ne veulent pas confier à des États le droit de battre monnaie ou à des banques commerciales plus ou moins sous tutelle d'État le droit de battre monnaie, mais on peut remplacer ça par quelque chose de plus démocratique encore, finalement. Ce n'est pas ce qui se dessine. Je ne considère pas que Bitcoin soit une alternative démocratique. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on nous vend un système décentralisé qui ne l'est pas, où en fait, du point de vue de la technique, 6 développeurs administrent le core code de Bitcoin, ils sont 6. C'est sur un fonctionnement de cooptation, donc là encore de manière assez plutocratique finalement. 2 entreprises à ce jour, Foundry USA et Antpool USA, 2 entreprises américaines contrôlent plus de 50% du hash rate, donc la capacité, de la puissance de calcul associée à la blockchain Bitcoin. Donc ça, c'est un principe de centralisation. 2 entreprises, plus de 50%, et je crois que 5 seulement contrôlent 80% de ce hash rate. Donc on a là un marché qui n'est pas décentralisé, mais qui est au contraire très centralisé. Et si on part du point de vue de ceux qui détiennent les actifs, une minorité détient la majorité des actifs en circulation, si on fait exception de ceux qui dorment, dont ceux du fameux Satoshi. Donc en fait, si vous voulez, ce n'est aucunement ni démocratique ni centralisé quand on sait qu'une minorité d'acteurs à chaque fois a un pouvoir décisionnel si déterminant sur la manière avec laquelle le réseau s'exécute, s'administre, et voire même sur la fixation des prix, en fait. On est sur un protocole qui n'a pas vocation à bouger. On peut se dire que finalement, ce n'est pas très grave si, effectivement, c'est plus grave pour des questions de sécurité finalement que pour des questions de gouvernance, puisque le postulat de départ, c'est les règles sont fixes, elles ne changeront pas. Ce n'est pas très grave si finalement on ne consulte plus personne. Ça a été fait au début, et puis... Mais c'est hyper rigide, de mon point de vue, ça c'est rigide et autoritaire. C'est-à-dire qu'on est sur un monde en constante mutation qui nécessite de s'adapter avec parfois rapidité. On peut, citons la crise du Covid, enfin, je veux dire, exemple de choc exogène, imprévisible, violent, brutal. Pardon, mais s'il n'y avait pas eu un petit peu de planche à billets à ce moment-là, que seraient devenues les économies ? La rigidité d'un protocole tel que Bitcoin me paraît difficile à mettre en œuvre avec un réel qui est malléable, mutant, mouvant, en perpétuelle évolution. C'est passionnant, on va revenir sur ces questions d'économie tout à l'heure. Je prends quand même quelques petites questions du chat, notamment, j'ai vu tout à l'heure Sumar qui nous disait dire que je pensais que le lexique du Web3 était complexe. Je m'excuse si j'emploie des termes bizarres, dites-moi et je les définis. N'hésitez pas. On a parlé tout à l'heure de plutocratie. Je pense que vous êtes à l'aise avec le concept. C'est le pouvoir réservé aux riches, finalement. C'est ça, à ceux qui détiennent... Voilà, la plutocratie, c'est quand ceux qui détiennent du capital ou la richesse, effectivement, prennent les décisions. Parfait. Ce qu'on trouve sur l'Ethereum, par exemple.
qu'on trouve sur Ethereum, par exemple. Si vous avez d'autres questions, Hélène pourra sans doute y répondre en live, mais entre vous, vous allez trouver les réponses très rapidement. Et puis, on va prendre quelques questions. CryptoCléart, on salue. Ah là là, la question vient de filer, je ne les vois plus. Il y a beaucoup d'activités, du coup, je ne vois pas grand-chose. Par rapport à une monnaie gouvernementale, oui, mais du coup, cette centralisation est due à la dérégulation de marché, du coup, on tourne en rond. Je veux bien savoir quel est le pouvoir des mineurs, quelle politique ils ont fait passer pour changer la vision de Satoshi sur le Bitcoin. Donc on revient un petit peu à la question qu'on se disait tout à l'heure d'une immuabilité, c'est un peu aussi à la base même de Bitcoin. Ouais, c'est une question assez précise. Je vais essayer de répondre de ce que je peux. Je ne suis pas au fait de toutes les Bitcoin Wars parce qu'il y a eu passablement de guerres, de clans relatives à ce protocole et à cette manière d'administrer le réseau et qui ont notamment mis en scène ces fameux mineurs dont vous avez l'air de comprendre et de savoir qu'ils ont un pouvoir quand même de décision majeure puisque ce sont eux qui eh bien, mettant à disposition leur puissance de calcul et l'énergie qu'ils peuvent fournir et à laquelle ils peuvent avoir accès, ce sont eux qui vont donc sécuriser le réseau et en quelque sorte prendre les décisions et les votes. Donc ces gens-là, finalement, au sein du protocole Bitcoin, ont un très fort pouvoir. Et aujourd'hui, je le répète, on se retrouve avec, du fait de la nécessité d'avoir des économies d'échelle sur une industrie qui est devenue industrielle, où en fait, dans la mesure où le protocole de la preuve de travail nécessite des investissements assez massifs, alors en termes de matériel, mais j'ai envie de dire c'est relatif, mais surtout en termes d'énergie, ça demande d'avoir accès à une énergie abondante et pas chère, et donc de centraliser les infrastructures et d'avoir accès à un seul endroit au jus, pour dire les choses de manière un peu rapide. Et donc, du coup, ça a nécessité justement, ça a nécessité une recentralisation de cette activité de minage. Et du coup, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, comme je le répète, il y a 2 entreprises qui contrôlent plus de 50% de cette puissance de calcul et de cette puissance sur le réseau. Ce qui leur donne, du fait du protocole, une capacité décisionnaire extrêmement forte. Ce sont eux qui décident à la majorité. Et quand il y en a 5 qui contrôlent plus de 80%, bon, là, clairement, on est sur une minorité qui a la majorité du pouvoir décisionnel, ce qui me paraît quand même assez antithétique avec l'idée de démocratisation, d'horizontalité, etc. Surtout quand on sait que ce sont eux qui ont des moyens financiers pour se permettre de se lancer dans cette activité. C'est une plutocratie, en fait, tout simplement. C'est ça la définition. J'enchaîne avec une autre question de CryptoCléart qu'on salue et qu'on a dû vous poser assez fréquemment. En regard de ça, que pensez-vous de la décentralisation ou du contrôle démocratique sur les banques centrales, quoi? Est-ce qu'effectivement, je vous entends, le protocole est sans doute très centralisé, mais les banques centrales aussi, elles échappent pour beaucoup au contrôle des citoyens? Oui, alors après, les banques centrales, ça reste des mandats électifs, si je ne dis pas de bêtises. Et par ailleurs, en fait, je vois bien la critique sur l'action des banques centrales, dont je rappelle quand même que le mandat repose sur le fait de limiter l'inflation en dessous de 2% et aussi de contrôler. Ils ont une action sur le contrôle des budgétaires des États, en fait. C'est ça le mandat d'une banque centrale. Après, aujourd'hui, je pense qu'on peut tout à la fois être critique sur comment une banque centrale fonctionne et sur l'alternative que représentent les cryptoactifs en regard de ça. Mais on se retrouve aujourd'hui face à un défi qui est multiple et qui, de mon point de vue là encore, et c'est un point de vue qui peut être contesté et débattu, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui de notre siècle? C'est la transition écologique. Quel est l'outil qui permettrait justement de flécher des investissements en direction de cette transition écologique? C'est en partie par les banques centrales que ça va passer, en fait. Avec la création monétaire. Avec la création monétaire. Le quantitative easing, Donc, des genres de choses. Oui. Sauf qu'effectivement, les banques centrales, on peut tout à fait critiquer leur action. Le fait qu'elles aient inondé les économies de liquidités pendant la crise du Covid, très bien, ça a permis de limiter la casse. En revanche, elles l'ont fait sans conditionnalité, en déployant cette dette de manière assez folle. Et encore une fois, à chaque fois, bon, c'est le canal gouvernemental, donc on peut plutôt aussi critiquer ce qu'a fait le gouvernement en France en particulier, puisque peut-être la BCE, mais par exemple, dans le cas du gouvernement français, ils n'ont pas mis de conditionnalité à ces crédits qu'ils octroyaient aux entreprises, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même au sortir, et on n'est pas encore sorti de la crise, on est en plein dedans, mais on va dire au sortir de la crise sanitaire, on a des entreprises qui, pour certaines, grâce à cet afflux d'argent, grâce à cette création monétaire, grâce à ces aides publiques, se sont enrichies, là où la majorité de la population s'est appauvrie, et s'appauvrit d'autant plus puisqu'il y a aujourd'hui une forte inflation.
dont on peut discuter d'ailleurs des causes, hein, parce que là encore, dire que l'inflation est seulement due au fait qu'il y a une création monétaire non contrôlée et que l'inflation n'est seulement de l'expansion sans limite de la monnaie, je mets un petit warning, c'est une affirmation politique. Tout le monde ne le pense pas. Je tiens à le préciser parce que ça s'est naturalisé un peu dans la communauté des cryptos, cette idée que s'il y a de l'inflation, c'est parce que la Banque centrale fait nimp, et c'est parce que la Banque centrale fait nimp que vous avez moins de pouvoir d'achat. Prenez Bitcoin, ça va vous permettre de vous protéger de ça. Ce ne sont pas des faits économiques, ce sont des interprétations politisées, situées politiquement, de phénomènes économiques. Ce ne sont pas des faits naturels. Il y a eu pendant plusieurs années de la création monétaire à outrance, sans que l'inflation ne décolle à ce moment-là. Alors, l'école qui vous est souvent opposée, en tout cas l'école que vous croisez très souvent autour des cryptos, qui est l'école autrichienne d'économie, elle dit de toute façon, il devait y avoir une déflation. Oui. Qu'en fait, si on a vu une stabilité dans les prix, c'est simplement parce qu'elle a été masquée par la création monétaire en masse pendant ces années-là. Elle dit aussi, et c'est là où on voit un peu une opposition de vision, elle postule, cette école qu'on retrouve beaucoup autour des cryptos, que la création monétaire, c'est finalement le diable. Oui, tout à fait. Il faut plutôt ne pas créer pour encourager une forme de frugalité, plutôt que de créer énormément. Si on veut avoir une transition écologique, est-ce qu'il faut mieux encourager la sobriété? On rappelle que l'école autrichienne, c'est pas le fun, hein, c'est l'épargne, c'est la sobriété, voilà, sur des concepts qui sont quand même pas très hédonistes, et de dire, s'il n'y a pas plus, si on ne rajoute pas d'argent, finalement, les gens vont moins consommer. Ça, vous y croyez? Alors, juste pour rebondir sur la question du financement de la transition écologique, ça va demander des milliards d'investissements. Donc là, on parle d'investissement, on parle pas seulement d'épargner, de sobriété. Je suis une grande partisane de la sobriété, voire même de la décroissance, organisée, planifiée. Pas de la décroissance qui vient te serrer la ceinture violemment, mais de la planification écologique, en tout cas, si on doit utiliser ce terme, qui a été un peu galvaudé. Mais bon, juste quand même parenthèse, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'école autrichienne d'économie. En revanche, ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'effectivement, pour comprendre un petit peu la matrice intellectuelle de Bitcoin en particulier, beaucoup de Bitcoin, il faut connaître l'existence de cette école, de ce courant économique hétérodoxe, donc plutôt alternatif, pas vraiment dans le mainstream, qui est plutôt conservateur aussi et qui repose sur un certain nombre de postulats économiques, comme par exemple cette idée effectivement que l'inflation est vue comme un phénomène extrêmement dommageable pour les économies, pour les gens, etc. Il y a aussi dans ce grand champ qu'est la pensée autrichienne, cette idée que la déflation en miroir est plus intéressante, mais aussi chez certains plus radicaux anarcho-capitalistes, ils sont partisans d'un retour au standard or, donc de réarrimer nos monnaies sur justement des matériaux précieux dont on peut contrôler, et rares, donc on peut contrôler la rareté. Ce retour au standard or, il est assez important puisqu'on le retrouve dans les principes de Bitcoin, qui est pour ses partisans une forme d'or numérique. Donc il y a ces deux idées-là qui sont importantes à connaître, mais il y a plein de gens, et notamment des économistes qu'on pourrait qualifier de gauche, qui considèrent que c'est une hérésie en 2023 de retourner au standard or. En fait, c'est pas pour rien que les économies il y a plein de dirigeants qui l'ont abandonné et que le monde globalement l'a abandonné. C'est parce qu'aujourd'hui on a besoin justement d'être souple, de savoir réagir, et que toute cette rigidité finalement elle est très très peu adapté à notre monde qui évolue, qui fait face à des chocs et qui fait face à des besoins d'investissement forts. C'est ce que disait Keynes déjà à l'époque. Keynes, c'est celui qui a dit que c'était une relique barbare. Oui, c'est ça, de cette relique barbare. Effectivement, donc, depuis 1971, on a ce décrochage avec les talons or et on se rend compte finalement que l'école autrichienne, Hayek reçoit son prix Nobel en 1974 dans un contexte d'inflation. Est-ce que le succès actuel de ces théories, ce n'est pas justement la conséquence de ces 2-3 ans où on s'est un peu inquiété sur ce que faisaient les banques centrales Moi, je vous dirais que ça remonte à plus loin parce que moi, j'ai découvert, par exemple, en travaillant sur la partie historique de mon livre dans le chapitre 2, que alors j'ai plus la date exacte, je crois que c'était 82, il y a... Alors, je sais plus, franchement, là, ça m'agace, j'ai envie de regarder parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Comme ça, je regarde quelques questions. Elven qui nous dit l'inflation c'est cool, ça rembourse mon crédit. Enfin, tant que mes revenus suivent, ouais, c'est ça. C'est 87. Voilà, Pacific Hotel de Culver City en Californie se tient à la Future Freedom Conference,
qui est donc le grand Raoult libertarien américain, fondé par Mises, qui est donc un économiste de l'école autrichienne d'économie. Et déjà dès 87, les cypherpunks sont déjà en connexion avec ces théories. Donc j'ai envie de dire qu'en fait, l'école autrichienne, elle a toujours irrigué ce mouvement, et donc finalement la préhistoire de Bitcoin et des premières cryptos. Donc je ne le ferai pas remonter à il y a 3 ans, quoi. D'accord. Vous tirez un peu plus loin le fil dans nos cryptos, comment Bitcoin a envoûté la planète. Petit rappel du livre qui est sorti vendredi. Vous tirez le fil un petit peu plus loin entre finalement les personnes qui ont pensé ces théories et les personnes qui aujourd'hui les utilisent, les manipulent. C'est pour une personne comme moi qui a des crypto-monnaies, comme pas mal de nos lecteurs, c'est la partie la plus difficile à lire parce qu'on nous met dans un camp qu'on n'a pas forcément choisi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment on en arrive à ce cheminement sur ces idées qui font le lit je crois que vous parlez de fascisme à un moment ou de... Mais déjà, en fait, moi, pour revenir sur le principe, mon idée n'est pas de catégoriser les utilisateurs de crypto, dont je passe quand même un certain temps dans mon premier chapitre à expliquer la diversité. Et j'explique de la même manière dans mon livre qu'à un moment, je pense au mouvement Occupy Wall Street en 2011, une partie de cette gauche radicale, très très en colère, à raison contre le capitalisme financiarisé, voit dans les cryptos une alternative plausible. Donc ce discours-là, si vous voulez, pour moi, ce ne sont pas que les affreux fachos de l'alt-right et leurs pendants français zémouriens qui sont les représentants de Bitcoin et des cryptos. En revanche, ce que je défends, c'est qu'il y a quand je parle de matrice intellectuelle, c'est juste qu'il y a eu un terreau qui a vu pousser la plante, en fait. Après, cette plante, elle peut prendre des ramifications, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas se méprendre sur la manière avec laquelle le tronc a poussé, si vous voulez. Ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on puisse sincèrement ne pas s'identifier avec la matrice politique réactionnaire, là encore, de l'alt-right ou de Zemmour, et posséder des cryptoactifs. Simplement, comme je le disais en préambule et pour répondre à votre première question, je considère que les technologies sont politiques et sont le reflet de ceux qui les conçoivent. Donc quand on ausculte comment ont été conçues, même avant Bitcoin, les premières cryptos et sur quelles prémices intellectuelles, sur quels objectifs politiques, sur quelles envies, encore une fois, je le répète, faire société en dehors des États et du système bancaire et financier, en puisant dans Internet les outils pour le faire, privatiser la monnaie, privatiser les institutions. Ça, c'est pas vraiment de gauche, quoi. Enfin, faut juste... Et ces outils qui nous permettent de créer des DAO qui s'appuient sur la même technologie de base qui est la blockchain, peuvent nous permettre de diriger des efforts collectifs de manière assez fluide, en faisant fi des barrières géographiques, etc., de manière assez efficace. Vous n'y croyez pas trop? C'est pas ça. Je reconnais qu'il puisse y avoir des expérimentations saines, vertueuses de DAO. Simplement, de l'expérience que j'en ai, non pas que j'ai une grande expérience des DAO, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, les DAO sont aussi le support d'une forme renouvelée de financiarisation du monde et des rapports sociaux. Et qu'il y a beaucoup de gens au sein de DAO, peut-être la majorité, même si je veux bien qu'on me contredise, qui n'y sont pas pour faire advenir une société peut-être plus horizontale, décentralisée, égalitaire et redistributrice, mais qui y sont pour partager des infos d'insiders sur comment ils vont trader sur le prochain token. Et qu'en fait, si vous voulez, je trouve que ce sont, et je le dis dans le livre, et j'ai conscience que ce n'est pas très sympa, mais je trouve que ce sont des simulacres de délibération et de décentralisation. Internet nous permet de faire ces communautés, c'est super, mais pour moi, il se passe des choses plus intéressantes dans le monde réel pour faire advenir une société plus égalitaire et plus juste et plus redistributrice. Petite question du chat qui est surpris de découvrir que Bitcoin, c'est de droite. Et on dit, CryptoClaire, c'est un art, c'est pas de gauche ou de droite. Ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Alors, j'aimerais répondre à cette question parce que je pense qu'il y a justement une méprise sur la compréhension du terme anard. Quand je parle d'anard dans mon livre, je précise bien crypto-anarchiste, voire anarcho-capitaliste. Quand je parle de libertarien, ça n'a rien à voir avec les libertaires, anarcho-libertaires, qui sont là dans une réflexion Kropotkin, etc., tous ces Russes, anarchistes, libertaires. On ne parle pas du tout de ça dans le monde des cryptoactifs. On parle d'anarcho-capitalisme, qui est un flanc encore plus radical et conservateur du libertarianisme, qui considère qu'à la place des États, on va mettre le marché, et qu'à la place des formes d'organisation collective, on va juste mettre les individus en compétition, et que de ça naîtra
une manière de faire société plus efficace et plus souhaitable. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les valeurs prônées par l'anarchisme libertaire. Donc attention à ce terme anar qui est souvent mobilisé un peu genre mais non, mais elle dit n'importe quoi, la communauté des hackers, c'est des anars. Pour moi, c'est beaucoup des anars de droite alors. Si on prend les cypherpunks, ce n'est pas des anars de gauche, c'est des anars de droite. Ce sont des anarcho-capitalistes. Ils se définissent comme des crypto-anarchistes, notamment Timothy May. Ce ne sont pas des anars de gauche, attention, quoi. C'est pas vrai. Bitcoin n'a pas de couleur politique, nous dit Twitch Bidule. On y trouve de tout, mais globalement avec l'idéal de séparation de l'État et de la monnaie. Qui est un idéal politique, cher Twitch. Séparer l'État de la monnaie, ce n'est pas neutre, c'est une idée qui est située sur le plan politique. Voilà. Et par ailleurs, Bitcoin est apolitique, dire que les technologies sont neutres, que Bitcoin le serait, ça sert les intérêts de ceux qui sont aux manettes de cette industrie, qui, eux, ont un agenda politique, et ce n'est pas celui que vous voulez voir advenir, visiblement. Donc, Alors, on y vient. Parlons de cet agenda politique, ou faisons un petit exercice de fantaisie, on va dire. Imaginons, je ne vous le souhaite pas, vu votre livre, que demain, l'ensemble de la planète ait adopté Bitcoin. À quoi ressemblerait, selon vous, le monde si demain, la monnaie principale était le Bitcoin? Déjà, je pense que le monde sera en galère, parce que c'est très difficile d'échanger avec du Bitcoin. Jusqu'à présent, ça n'a pas fait la preuve de son efficacité comme monnaie, précisément, puisque à la fois en termes d'unité de compte, cette valeur est tellement fluctuante qu'on ne peut pas s'en servir pour arrimer véritablement une unité de compte, que ce soit comme moyen d'échange. Aujourd'hui, alors peut-être que si demain il y avait une généralisation, mais à ce jour, le réseau supporte moins de 10 transactions par seconde. Donc ce n'est pas hyper pratique. Oui, mais le Lightning, visiblement, scale, mais ouvre d'autres failles en termes de sécurité et aussi en termes de centralisation. Donc en fait, si vous voulez, vous solutionnez un problème, mais vous en créez un autre qui reste un problème qui devait être résolu à la base, qui était cette idée de décentralisation. Mais vous êtes toujours dans un univers qui échappe aux États. En fait, le problème de... Moi, je ne suis pas une pro-centralité, je ne suis pas une pro-État vindicative. Je pense que les États sont tout à fait, de manière justifiée, on peut les critiquer leur action. En revanche, moi, je suis pour la délibération collective, je suis pour les principes démocratiques. Or, la multiplication et la juxtaposition de blockchains privées qui précisément échappent à toute forme de contrôle démocratique ne me paraît pas être une vision du monde souhaitable pour demain. C'est-à-dire qu'on aurait des économies, finalement, des îlots économiques sur des blockchains où les décisions seraient prises un peu sur ces îlots économiques. On pourrait voir prospérer tout un tas de malversations, sachant qu'aujourd'hui, il y en a déjà quand même pas mal. Là, je ne parle pas que de Bitcoin, mais plus globalement sur ce marché des cryptoactifs, qui sert aujourd'hui beaucoup à payer des ransomware, peut-être un peu moins, beaucoup à payer des ransomware. Sans doute, mais voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'absence de contrôle favorise aussi des oligarchies, des malversations, et globalement favorise les plus forts au détriment des plus faibles. Donc pour moi, c'est une généralisation de Bitcoin demain, c'est une vision dystopique où la loi du plus fort régnerait et qui autoriserait une forme d'insulir de multiples îlots comme ça qui formeraient des archipels économiques. Et je ne suis pas sûre qu'on ait besoin de ça dans un monde où la question du commun se pose de manière assez criante, notamment autour de la question écologique. Faites l'exercice vous aussi, parce que moi, c'est ce que m'a provoqué la lecture de ce livre. On est là pour douter, c'est l'essence même de notre métier. Et moi, une des choses qui m'est venue en tête, c'est, vous en parlez, hein, je n'ai pas eu l'idée tout seul, mais c'est l'impôt. Comment on donne des fonds à l'action publique et est-ce que Bitcoin permet encore un monde avec un impôt? Est-ce que le projet ultime des personnes qui sont derrière le concept de départ, c'est un monde sans impôt? Absolument. Mais ils détestent les impôts. Ils détestent la redistribution. Il faut voir quand même que, non pas pour diaboliser l'intégralité des personnes dans ce marché, mais ceux qui tirent les manettes et qui ont le capital et qui en ont déjà gagné et qui veulent le préserver, sont des gens qui veulent juste garder leur blé, quoi. Enfin, du coup, moins ils en redonnent, mieux ils se portent. Et qu'effectivement, il y a et là, je m'appuie sur des profs d'économie, mais aussi des cryptocritiques qui sont à la fois ingénieurs, experts et tout, disent qu'aujourd'hui, un des cas d'usage les plus probants de Bitcoin, c'est précisément d'éviter l'impôt. On pourrait imaginer que Bitcoin coexiste avec une forme d'action publique qui le régule. Aujourd'hui, en France, on a une
une sorte de volonté de réguler les acteurs qui permettent de vendre des cryptoactifs, etc. Ça, c'est un scénario auquel vous croyez ou... Mais je pense que c'est trop antithétique avec l'idée même de Bitcoin et des cryptos. C'est-à-dire que Bitcoin, c'était dire, en gros, fuck les banques centrales, fuck la supervision étatique, on se casse, on fait notre monnaie dans notre coin privé. Alors, si vous leur dites, en fait, l'État va revenir dedans, je ne pense pas que ça puisse fonctionner. Mais ce que vous me semblez évoquer, c'est peut-être le principe des monnaies numériques de banque centrale, qui est un nouveau canal, en gros, pour faire circuler l'argent, qui, pourquoi pas, pourrait être intéressant. Mais en crypto, pour gérer l'impôt, en tout cas, ce ne serait pas Bitcoin, parce que pour moi, cette technologie, en particulier cette blockchain, ce réseau, ces acteurs, sont trop déjà arrimés à un logiciel politique qui est trop antagoniste avec cette idée. Et dans les faits, si vous achetez des bitcoins aujourd'hui en France, il y a quand même de fortes chances qu'on vous demande de payer des impôts quand vous les rapatrierez Oui, tout à fait. en fiat. Donc Oui. on peut quand même faire coexister les cryptoactifs. Et justement, il y a une grosse tension là. Une grosse tension, mais de fait, elle n'est pas Oui, réglée. oui, bien sûr. Et c'est aussi d'ailleurs ce que vous dites, c'est un bon contre-argument aux gens qui considèrent, beaucoup, ils sont nombreux dans la communauté, que oui, mais vous vous rendez compte, vous êtes privilégiés, checkez vos privilèges, allez dire aux réfugiés politiques, Edward Snowden, s'il n'avait pas Bitcoin, allez dire aux gens qui fuient l'Ukraine. Mais en réalité, ces gens-là, le jour où ils veulent, effectivement, ils peuvent réaliser des transferts en Bitcoin, mais le jour où ils veulent récupérer cet argent, peut-être qu'il y aura des points de censure à l'arrivée, s'ils veulent le mettre à la banque du nouveau pays, qu'il y aura des points de censure. Enfin voilà, donc ça ne résout Mais pas. c'est pas le problème de Bitcoin, c'est plutôt le problème du système précédent qui va exercer son contrôle au moment où il rentrera dedans. Mais du coup, ces gens-là ne pourront pas bénéficier de leur fameux Bitcoin. Enfin, ils seront obligés de les hold. Donc en fait, finalement, ça sert à quoi? De leur donner des actifs financiers qu'ils vont devoir stocker indéfiniment? Est-ce que ça les aide dans le réel? C'est ça que je veux dire. Quelques questions dans le chat. Alors que les mallettes de dollars de Bruxelles, elles passent crème. C'est sûr que Bitcoin n'a pas inventé les malversations, ça c'est certain. Les Panama Papers, c'est aussi un élément qu'on évoque souvent sur l'évasion fiscale. Pas une trace de Bitcoin dans les Panama Papers, les LuxLeaks. On est sur de l'évasion fiscale à l'ancienne. Bien sûr, à l'ancienne. Mais moi, je ne suis pas en train de réhabiliter ni les banques centrales, ni les banques commerciales, ni les financiers, ni Wall Street, ni la City, ni Paris La Défense. Enfin, je veux dire, s'il y a bien une chose sur lesquelles je rejoins peut-être dans les prémices intellectuelles les cypherpunks ou certains des partisans de crypto, c'est que oui, on a un problème avec le capitalisme financiarisé. Simplement, la réponse qui est proposée me paraît être pas à la hauteur des enjeux et voire même pire à certains égards. Donc pour moi, une critique du capitalisme est absolument nécessaire. En revanche, les outils pour résoudre un peu le problème sur lequel on converge, je ne vais pas aller les chercher dans les cryptoactifs. Est-ce que c'est une question que je me posais en me disant, est-ce qu'à la place de nos cryptos, est-ce qu'on ne mettrait pas nos finances Ah, mais si, mais absolument. Après, bon, voilà, j'ai des impératifs de communication, il fallait qu'on comprenne de quoi parle mon livre. Hein, donc, non, mais il y a une partie de la critique qui... bien évidemment, mais qui s'adresse aussi bien à la finance et moi, j'assume des positions anticapitalistes, antiproductivistes, antilibérales, etc. Mais simplement, je considère que ces technologies, au contraire, nous fournissent une forme d'accélération non contrôlée de tout ça. Et par ailleurs, elles causent des problèmes d'ordre sociétaux. J'en parle sur le cryptocolonialisme, écologique, j'en parle dans le chapitre 4, idéologique, sur justement ce côté, aujourd'hui, ceux qui s'en emparent l'utilisent à des fins de politique populiste. Donc... avec un vernis cool. Avec un vernis cool, c'est ce que je... fluo. Et ça, c'est aussi un élément important pour vous dans votre réflexion, c'est qu'on ne se rend pas nécessairement compte de ce à quoi on participe. C'est pour ça que je parle de cheval de Troie, ça avance masqué. C'est un cheval de Troie qui a un super look, qui est le look de l'innovation et de la technologie. Alors voilà, dès qu'on arrive avec blockchain, des mots un peu chelous, Web3, pardon, désolé, mais tout de suite, les gens ne comprennent pas très bien. Ils se disent c'est cool, c'est la tendance, c'est innovant. Sauf que derrière, on se prend une grosse disquette parce qu'en vérité, je considère que cette technologie, elle est plutôt réac. Question qu'on a dû vous poser aussi très souvent de Slumar, que je salue. Go au Salvador, du coup. Alors précisément, c'est là qu'on va peut-être pas être d'accord, mon cher, c'est que je considère que le Salvador est un échec majeur et malgré le fait qu'on en a fait un produit d'appel de la crypto-industrie, regardez, Nayib Bukele, Bitcoin, c'est une monnaie légale au Salvador. Juste dire que Bukele, président autoritaire, a imposé de manière autoritaire une monnaie sans délibération,
légitime cette monnaie. Ben non, en fait, pas du tout. Enfin, et surtout, quand on interroge des Salvadoriens, ce que j'ai fait pour mon livre, eh bien, on se rend compte que déjà, d'une part, l'adoption n'est pas là, et que par ailleurs, ça crée des problématiques assez considérables sur un pays qui était déjà fragile sur le plan économique et politique. Et qu'aujourd'hui, l'action de Bukele au niveau des bitcoins, elle a plus tendance à fragiliser le pays et ses institutions et sa population par effet ricochet, plutôt que d'apporter véritablement des solutions. Malgré tout cela, ce président est formidablement populaire, pour des raisons peut-être propres à ce charisme qu'ont les leaders autoritaires, je ne sais pas. Il reste populaire alors même que c'est un échec économique patent et qu'en fait, il y a plein de Salvadoriens qui s'alarment. Des Salvadoriens de l'opposition, je précise. Opposition qui d'ailleurs pas en très bonne presse auprès du président, mais il y a El Faro, qui est le principal quotidien d'opposition, qui a déménagé au Costa Rica. Enfin, c'est un pays qui est en pleine dérive autoritaire et où Bitcoin sert des visées électoralistes aujourd'hui de Bukele, dont la réélection se joue en 2024, qui s'est entouré d'un aéropage de conseillers américains et autres, mais beaucoup américains, notamment de Bitcoin maximalistes, qui sont aux manettes de l'administration publique. Donc on a des intérêts privés de la blockchain américain aux manettes d'un pays d'Amérique centrale. Ça s'appelle du néocolonialisme, excusez-moi, en tout cas moi c'est le mot que j'utilise et je ne suis pas la seule, et c'est des Salvadoriens également qui font ce constat. On parle pas mal des États-Unis, en tout cas là on en parlait à l'instant. C'est là où la fusion de ces idées initiales et de la pratique s'opère le mieux. On trouve c'est là qu'il y a le capital économique, c'est là où il y a l'argent, c'est là qu'il y a l'impulsion technologique, on l'a vu avec les cypherpunks, intellectuels, technologiques, idéologiques. C'est là qu'il y a beaucoup l'argent, c'est là qu'il y a le marché. Le Royaume-Uni est un gros marché aussi, mais oui, les États-Unis, on va dire que c'est le terreau des techs, quoi. C'est le terreau des techs et du capitalisme aussi aujourd'hui. Et où l'idée de remettre en cause l'État est depuis longtemps dans l'air. Dans l'ADN politique, oui. Donc c'est peut-être plus simple aussi pour eux de tirer ce lien entre... Oui, bien sûr. Ils ont déjà élu Trump, donc c'est aussi... Finalement, en fait, je pense qu'aux États-Unis, cette révolte populiste un peu accélérée par Bitcoin, elle existe depuis bien plus longtemps qu'en France. Et en France, c'est plus de l'ordre du péril, je dirais, puisqu'on est quand même dans un climat politique où on voit très très bien qu'il y a une forte poussée nationaliste identitaire, Rassemblement national, Reconquête. Et je m'inquiète quand même que la vague technologique via les cryptos et maintenant l'intelligence artificielle serve un peu à accélérer ça en France. Là où c'est plus de l'ordre du plausible et de l'inquiétude, aux États-Unis, c'est un fait avéré en fait. Vous avez prévu une traduction en anglais pour nos cryptos ? C'est pas encore décidé, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une littérature bien plus conséquente en anglais. D'ailleurs, mes sources sont majoritairement américaines ou anglaises, anglo-saxonnes, déjà. Et alors qu'en France, il y avait vraiment un vide éditorial sur ce sujet avec ma perspective, on va dire, critique. Donc peut-être que ce sera traduit, auquel cas je serai déjà bien accompagnée, on va dire, dans les rayonnages, même si ça reste encore une fois, tenir une position critique sur ce milieu, c'est être ultra minoritaire. Ah bon ? Donc ça restera... Non, mais c'est surprenant parce que nous, on a oui. la sensation, la sensation du repas du dimanche, hein, c'est-à-dire que vous êtes seul face à tout le monde et tout le monde vous dit les crypto-monnaies, les NFT, la blockchain, on n'en veut pas, pour plein de raisons différentes. Mais on n'a pas cette sensation d'être du côté de l'acceptation majoritaire. Vous avez le sentiment inverse ? Disons qu'en termes déjà de rapport de force économique, politique, là où il y a l'argent et la puissance de frappe, c'est quand même du côté de la crypto-industrie et les moyens de lobbying. Il y a un chiffre qui avait circulé, je crois, il y a 2 semaines, je parle des États-Unis, où une des grandes entreprises de l'industrie des cryptos s'apprêtait à envoyer un billet de 100 millions de dollars pour influencer la législation américaine, puisqu'en ce moment, aux États-Unis, ils sont en train de serrer la vis fortement sur le plan de la régulation, et c'est bienvenu. Donc, en fait, déjà, le rapport de force économique, il est enfin, je veux dire, moi, je n'ai pas de capital, je vais peut-être gagner quelques milliers d'euros si j'ai beaucoup de chance sur ce livre, ou quelques centaines plus plausiblement. Donc, en fait, si vous voulez, bien sûr que je suis minoritaire, et par ailleurs, je le répète, en France, il y a peu de gens qui tiennent ce discours. Il y en a qui font d'ailleurs les frais du harcèlement en ligne. Hein. Je pense à l'eurodéputée Aurore Lalucq, qui a porté aussi le projet MICA, qui est assez édulcoré d'ailleurs, au niveau de l'Union européenne. Je pense à l'Institut Rousseau, par la voix de Nicolas Dufresne, qui se fait bien harceler en ligne. Enfin, il y a quelques personnes visibles, mais très, très minoritaires par rapport aux voix des lobbyistes qui sont hyper présents sur les réseaux. Pourquoi ils sont hyper présents sur les réseaux ? Parce que ce sont des points de contact indispensables avec des gens
Et en fait, cette économie a besoin de capitaux frais, puisque je décris aussi dans le livre son fonctionnement sous forme de pyramide, et qu'il faut sans cesse convertir les gens, faire affluer du capital, sinon ce que vous avez risque de s'effondrer en termes de valeur, voire même le système sur lui-même. Donc il y a ce besoin de faire croire, de faire adhérer, de convaincre, et l'agressivité qu'on récolte dès lors qu'on critique est à la hauteur des intérêts économiques, je pense, qui sont en jeu. Là où moi, franchement, j'en ai pas. Ici, on envoie des coucous à Aurore, cœur avec la main. On y croit moyennement, CryptoClem, mais en tout cas, ça nous fait plaisir de le lire. De plus en plus, mon Lolo, je ne sais pas quel est le je sais pas l'historique. On ne peut pas remonter beaucoup de questions, mais on a déjà pas mal avancé. C'est pas nouveau que les Américains font nimp en Amérique centrale. Oui, non, c'est clair. Pour le coup, je citais Naomi Klein, elle a aussi parlé de la stratégie du choc. Du choc néolibéral des années 80 au Chili et dans tous ces pays, donc Amérique du Sud. Je ne sais pas si c'est de ça dont il parle, mais c'est que le prolongement de toute cette histoire économique de domination structurelle. Donc moi, là, encore une fois, je ne suis pas là pour défendre la dollarisation, je ne suis pas là pour défendre ce que font les Américains, mais simplement, je ne considère pas que Bitcoin fasse du bien au Salvador, quoi. Et sur la question qu'on doit aussi très souvent vous poser de l'inclusion et de la capacité qu'ont ces monnaies à donner de l'empowerment, de l'empouvoirment, je ne sais pas comment le dire, à des communautés minoritaires qui ont été volontairement écartées de la finance pendant très longtemps. C'est un point qui vous semble pertinent? Alors, j'aime bien l'idée, mais la mise en œuvre me hérisse le poil, dans la mesure où aujourd'hui, de nombreux chercheurs et chercheuses en sciences sociales ont démontré que les cryptos ont un effet inverse. Il y a plus de précarisation, il y a plus de difficultés et d'appauvrissement et de fragilisation. Pourquoi ? Déjà, la multiplication des scandales. Qui sont les personnes qui ont été beaucoup touchées par les Celsius, les Luna, les FTX et avant, on peut aussi faire l'historique des scandales. Alors, peut-être pas pour Mt. Gox où c'était des insiders, mais sur l'année passée, sur l'année 2022, ce sont les derniers arrivants, ce sont donc forcément ceux qui ont mis le capital en dernier, peut-être les plus fragiles. Il y a des histoires catastrophiques qui circulent de gens qui ont tout perdu, les économies d'une vie, ce que j'avais placé pour ma retraite, ce que j'avais mis pour que mon fils fasse une bonne fac aux États-Unis, l'argent de mon papy, enfin bon bref, je ne vais pas tous les faire, mais donc, ce sont généralement les gens les plus fragiles qui ont perdu. Par ailleurs, sur ce discours, on va inclure financièrement le principe des taxes variables qui s'appliquent sur les transactions, sur les dispositifs de retrait, le fait qu'il faille quand même une bonne connexion à Internet, un certain degré quand même de connaissances en matière informatique pour gérer sa clé, son wallet, l'accès, le truc. Tout ça n'est pas favorable finalement aux populations qui sont débancarisées. Et par ailleurs, il faut quand même un compte en banque pour échanger en crypto, c'est un compte en banque numérique, mais enfin c'est... Donc en fait, si vous voulez, ça ne remplit pas cette fonction-là. En revanche, ça remplit une excellente fonction qui est celle d'entretenir une hype. Genre, on va dire aux gens, regardez comme ça sert l'inclusion financière. C'est un argument marketing tout à fait puissant. Et on peut par ailleurs questionner le fait que si des personnes n'ont pas accès au système financiarisé, a-t-on vraiment envie de les placer dans un contexte de casino-capitalisme où ils peuvent se faire plumer en 4 clics sans avoir de possibilité d'être secourus, entre guillemets? C'est aussi une question. La DeFi, ou en l'occurrence ce que vous évoquiez, qui est plutôt de la finance centralisée, c'est pas quand même obligatoire. Vous pouvez simplement détenir des bitcoins pour des transferts d'argent, les fameuses remitas, je crois, dont on parlait au Salvador, et ne pas avoir envie de... Oui, mais pour en bénéficier de cet argent, il faudra soit passer par Binance, Kraken, ou soit... il y aura quand même un filtre qui va être opéré. Donc déjà, on a recentralisé le truc à un endroit, un nœud, quoi. Et par ailleurs, là, vont s'appliquer des taxes qui sont très variables. Vous n'êtes pas à l'abri que Binance, ils n'aient pas la liquidité pour vous rendre vos dépôts, qu'ils aient parié sur un token fumeux qu'ils ont inventé l'avant-veille, et en fait, vos dollars, ils ont disparu depuis bien longtemps. Donc, c'est ça que je veux dire aussi dans le casino, quoi. Si on est partisan des solutions custodiales sur votre wallet. Oui, mais ça ne vous permet pas d'échanger de l'argent. Enfin, je peux vous envoyer de wallet à wallet. Oui, d'accord. Mais... Des caps, puisque ici, on a beaucoup de fans de Ternoa qui a dû être cité dans le chat, je n'ai pas vu passer. Mais c'est un peu pour des experts, ce que je veux dire, qu'il faut quand même un degré de connaissance. Vous n'allez pas dire
là, je ne veux pas du tout être condescendante, mais à des personnes qui n'ont pas accès à Internet, à un degré de connaissance avancé sur ces sujets, de se faire de la DeFi, quoi. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas faire de la DeFi dans la brousse, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Non, j'entends. Notre idée à nous, qui nous réunit avec une bonne partie du chat, en tout cas pour ceux qui sont là depuis quelques semaines, c'est de donner les clés à un maximum de personnes pour faire leur choix et aussi de pouvoir débattre de tous les sujets qui entourent le Web3. Je veux bien répondre à Usul qui dit Bien sûr. mon wallet Ternoa, c'est moins expert que mon appli caisse d'épargne. Certes, sauf que est-ce que c'est pas irréversible ces transactions? Si j'ai perdu ma phrase clé, si j'ai perdu, en fait, j'ai plus rien, quoi. Alors que caisse d'épargne, encore quand même, je crois qu'on peut ne pas avoir accès qu'à un robot et appeler un humain qui peut. Et par ailleurs, il y a un principe de protection, de garantie des dépôts qui fait que je pourrais retrouver mes fonds. Là où sur ces transactions-là, il y a quand même des aléas importants. Si on fait une connerie, en gros, au revoir, quoi. On a fait une double page sur les boulettes. Ça nous est pour beaucoup arrivé d'envoyer de l'argent dans les limbes Voilà. de la blockchain. Effectivement. Un collègue a fait un virement bancaire en scam et ça aussi, ça existe, c'est vrai. De toute façon, Oui, non, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas la représentante de l'industrie bancaire. Je ne suis pas la représentante de BNP Paribas ou de Caisse d'épargne. Non. On arrive à la fin de cette émission. Je suis ravi, on a pu... j'ai peut-être pas pris toutes les questions, les amis. Mais vous allez acheter le livre, vous allez vous faire une idée. Nos cryptos aux éditions Divergence. Pas encore traduit en anglais, mais ça ne saurait tarder. Et c'est pas grave, en français, c'est encore mieux. Merci beaucoup, Nastasia. Merci à vous. Ça va, c'est bien passé? Très bien. Je vous remercie pour vos questions. Je n'ai pas pu tout lire, je suis un myope. Mais Comment Nastasia gère-t-elle le fait de vivre de la crypto? On évoquait le sujet, je ne pense pas que vous vivez de la crypto. Alors, je ne vis pas du tout de la crypto, si vous voulez. Je le répète, mon livre, si j'arrive à me faire 1 000 € avec, c'est Byzance, quoi. Voilà, on verra, ça se trouve, ça va être un gros succès. Mais... Ça répond à ta question crypto. Franchement. Je vous le souhaite. Oui, on vous le souhaite. L'économie du livre et de la presse en général, on n'est pas des nababs. Voilà. Je confirme. Les amis, il est temps de vous quitter parce que vous avez plein de choses à faire, notamment rejoindre Gauthier sur Discord, puisque ce soir, il y a une soirée jeu sur Discord. Il n'y a que des cadors. On parle peut-être de Marvix qui fera son apparition. Bref, ça va jouer serré. Allez-y, foncez. Encore merci d'être venu en nombre. Merci à Hélène qui a assuré de main de maître. Ça s'est bien passé, Hélène? Est-ce qu'on est... pouce levé. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de quiz. Je pense que on n'a pas voulu perdre de temps. On voulait être dans le débat et dans les idées. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Je ne sais pas encore qui est l'invité. J'ai une petite piste, ça pourrait être sympa, ça pourrait être le retour d'un invité qu'on a déjà eu, mais avec un guest qui devrait, si vous aimez la musique, vous faire chaud au cœur. Et puis, on dit aussi félicitations à l'ensemble des mécas pour ce titre mondial qu'on n'a pas encore fini de fêter. Vous entendez ma voix. On a fait quelques excès. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci encore, Nastasia. Merci, Laurent, pour l'invitation. Et nos cryptos chez Divergence. Merci à tous.